Bonjour à tous, donc merci effectivement aux organisateurs de m'avoir considéré comme expert dans ce domaine. Vous jugerez à la fin de l'intervention. J'ai la dure tâche effectivement de vous expliquer en quoi consistent ces apprentissages implicites pendant la lecture. Et j'ai vraiment choisi une intervention sous forme peut-être de cours magistral, vous me pardonnerez peut-être la forme, pour vous donner justement des connaissances sur ce qu'on entend par apprentissage implicite dans la lecture. Et surtout, ce que je voudrais faire, c'est bien de quantifier la part de ces apprentissages implicites dans la lecture, est-ce qu'ils sont importants, peu importants, et également leur importance en termes de qualité pour arriver à une lecture fluide et efficiente. Alors, première chose, je vais commencer par donner une définition qu'on dit conceptuellement neutre de ce qu'on appelle les apprentissages implicites. Alors, apprentissage implicite, ça fait référence à un apprentissage non conscient, sans avoir l'intention effectivement d'apprendre quelque chose. Donc ça, je pense que tout le monde connaît un petit peu. Alors, par contre, voilà. Donc, première chose, ça recouvre plusieurs types de compétences. Naturellement, les compétences langagières, mais également les compétences sociales, les compétences perceptives, les compétences motrices. Et pour débuter cette présentation, j'ai choisi une citation de Perruchet et Winter. J'ai mis en couleur les aspects essentiels que je vais essayer justement de développer dans le reste de l'intervention. Donc, il considère que l'individu est sensible, excusez-moi, je choisis, donc l'individu est sensible aux caractéristiques structurelles d'une situation, c'est certainement un petit peu complexe à comprendre pour le moment, je vais la développer, à laquelle ils ont été préalablement exposés sans que l'adaptation qui en résulte soit due à une exploitation intentionnelle. Bon, je pense que première caractéristique, tout le monde l'a compris, c'est que c'est un apprentissage implicite, c'est véritablement un apprentissage sans intention d'apprendre, mais on va plus détailler ce qu'on considère comme sensibilité aux caractéristiques structurelles d'une situation. Alors, en termes de caractéristiques essentielles, j'en ai défini quelques-unes qui font l'objet d'un relatif consensus dans la communauté scientifique. Première chose, dont j'en ai déjà parlé, on va essayer de caractériser quels sont les processus cognitifs qui sont sous-jacents au savoir implicite ou aux connaissances implicites. Alors, il y a plusieurs niveaux, et donc pour chaque niveau, il y a plusieurs types de recherches avec des modèles qui sont proposés. La première chose, ça concerne la sélection des informations lors d'une expérience. Alors, une expérience, ça peut être une lecture, une rencontre avec un mot. Quelles sont les unités qui vont être sélectionnées et stockées lors de cet apprentissage implicite ou incident? C'est ce qu'on appelle dans notre jargon l'encodage. Ces processus concernent également la mémorisation, ce qu'on appelle le stockage. Donc là, il va y avoir un stockage à long terme des unités qui ont été encodées lors de l'encodage. Et il y a un troisième niveau qui est également important dans ce savoir implicite, c'est sa mobilisation, son exploitation dans une tâche particulière du type de lecture. Et on va essayer de définir quel est son rôle principal. Ça, c'est la première chose. Donc, les processus sont inaccessibles à la conscience et non verbalisables. Deuxième chose, ces processus sont non intentionnels. Typiquement, en psychologie cognitive, ça caractérise des processus qu'on appelle les processus automatiques et très rapides. Pour vous donner un exemple, quand vous lisez un mot, quand votre regard se pose sur un mot, vous ne pouvez pas empêcher que ce mot accède à la conscience. Typiquement, là, ça caractérise ce qu'on entend par processus automatique, très rapide, irrépressible. Alors, le fait d'apprendre sans intention d'apprendre ne veut pas dire qu'on apprend sans attention. S'il est effectivement possible d'apprendre sans intention, il est impossible d'apprendre sans attention. Il faut avoir une activité d'engagement dans une tâche particulière. C'est vrai pour l'acquisition de la langue maternelle chez le bébé. Effectivement, le bébé est soumis à beaucoup de stimuli dans son environnement, mais il faut qu'il y prête attention pour pouvoir
encoder certaines informations et qui vont constituer son savoir implicite sur sa langue maternelle, de façon à ce qu'il puisse l'exploiter plus tard et acquérir un certain vocabulaire. Donc ça, c'est très important, et on va le définir un petit peu plus précisément par la suite, ce qui relève de l'attention dans un apprentissage incident. Autre chose, la mémorisation, elle est considérée dans ce type d'apprentissage comme non supervisée. Alors on voit bien, par rapport à ce qu'on appelle l'enseignement, on caractérise l'enseignement comme une approche forcément supervisée. Dans ce type de processus, dans les savoirs implicites, il n'y a pas de professeur qui sélectionne les informations à traiter, c'est le système par lui-même, la façon dont il est constitué. On verra que c'est une caractéristique biologique de système. Il n'y a pas de professeur donc, pour sélectionner, pour encoder des informations, et puis pour dire comment organiser le contenu en mémoire. Et ce qui est important également, c'est que dans les apprentissages implicites, il n'y a pas de feedback correcteur. Le système, c'est une véritable éponge, mémorise, y compris les erreurs, et qui vont être stockées effectivement en mémoire. Dernière chose, autre chose, c'est le concept d'auto-organisation en fonction des connaissances déjà acquises. J'y reviendrai sous une autre forme. Ça fait référence au fait que la qualité de la mémorisation de ce savoir implicite va être très dépendante des connaissances déjà acquises, d'où la nécessité d'acquérir ces connaissances. Et on verra tout à l'heure, c'est essentiellement, forcément, pour ce qui concerne la lecture, par sa pratique. Dernière chose, ces savoirs implicites, on sait qu'ils résistent à l'oubli en dépit de troubles psychologiques. Typiquement, on observe que des patients amnésiques réussissent dans des tâches de nature implicite alors qu'ils échouent dans des tâches de nature explicite. Donc ça rend très bien compte, on commence à apercevoir un peu la nature de ce type de savoir implicite. Si ça résiste à des déficits relativement graves, c'est que vraiment on a ça rend compte du fait que ces savoirs implicites sont vraiment sous-jacents à une première couche des apprentissages qui servent de base et qui ne sont pas affectés par des déficits de plus haut niveau. On poursuit, alors pour terminer un peu cette entrée en matière, pour bien caractériser ce qu'on entend par apprentissage implicite, et vous allez voir finalement, en ce qui concerne la lecture, comme ce sont des processus généraux, ce que je vous présente ici peuvent être appliqués directement pour la lecture. On peut faire la distinction entre conscient, non conscient, implicite, explicite. Et première chose, je pense que vous connaissez tous ce type de métaphore qui est largement diffusée dans le grand public et aussi utilisée dans la communauté scientifique. La cognition, c'est une sorte d'iceberg où on a un gros morceau de non-conscient qui plus ou moins serait caractérisé par les savoirs implicites, et un petit morceau de processus conscient, délibéré, d'exploitation délibérée et consciente des savoirs explicites. On voit bien ce qu'il y a de sous-jacent derrière, effectivement, nous serions, notre comportement humain, nos activités cognitives seraient pilotées finalement par ces processus et nous ne serions pas maîtres finalement de nos comportements. La conscience serait réduite à la portion congrue. Alors moi je préfère plutôt, c'est peut-être mon côté rationnel, je vais plutôt vous proposer une métaphore qui est plus terre à terre. On va quitter l'eau justement pour la terre. Et je vais plutôt vous proposer ce type de métaphore, de considérer que la cognition humaine, c'est plutôt une maison dans laquelle on a des processus effectivement non conscients, constitués donc par des savoirs implicites, mais qui constituent véritablement la fondation du fonctionnement de la cognition humaine. Et le gros morceau des activités cognitives humaines concerne les activités délibérées, conscientes et de mobilisation des savoirs explicites. C'est une métaphore donc, qui est plus conforme, à mon avis, à la réalité et qui rend très bien compte de ce qu'on entend par savoir implicite. Donc, on va voir qu'ils sont extrêmement fondamentaux, qui servent de base à des activités cognitives de haut niveau extrêmement complexes. La lecture, c'est l'activité cognitive certainement la plus complexe qu'un individu doit acquérir dans sa vie, mais c'est vraiment des processus non conscients, un petit morceau essentiel, mais ça ne constitue pas véritablement le gros morceau de la cognition humaine. Je poursuis sur la question de savoir qu'est-ce qui est appris
lors d'un apprentissage incident. Il y a deux conceptions qui s'opposent dans les communautés des chercheurs, avec des affrontements assez sévères, mais on peut les considérer l'une et l'autre comme complémentaires. Première chose, je pense que vous connaissez, l'apprentissage implicite, les apprentissages, on va extraire de cet apprentissage des règles par un processus de généralisation d'événements rencontrés à d'autres événements jamais rencontrés ou moins souvent rencontrés. Deuxième chose, c'est des règles qui seraient équivalentes justement à celles du scientifique ou de l'enseignant. Alors on voit bien que ce type de conception rend très bien compte effectivement de l'apprentissage, des phénomènes de transfert d'apprentissage et des processus de généralisation des apprentissages. C'est de l'essence même d'une règle d'être applicable à d'autres situations qu'on peut généraliser, des situations, des expériences que l'individu a rarement vécu ou pas du tout vécu. Alors typiquement dans ce type de conception, si je prends un exemple de production de belles poupées par un enfant, plutôt que beaux poupées, cette conception considère que l'enfant a extrait les catégories nom et adjectifs plus accord en genre. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça une conception abstractionniste. Typiquement, on peut la classer dans des conceptions innéistes des apprentissages parce qu'on considère que l'expérience de l'individu n'est pas forcément importante, il faut qu'il soit confronté effectivement à certaines expériences, mais sa capacité cognitive va lui permettre de généraliser ses connaissances à des situations pas encore vécues. Deuxième type de conception que je développerai par la suite concernant l'écrit, c'est l'apprentissage implicite par extraction des régularités statistiques. C'est ça que je vais essayer de vous faire comprendre parce que c'est une conception qui a ma faveur et sur laquelle j'utilise dans mes recherches. Cette conception, elle considère que l'apprentissage implicite relève de processus associatifs très efficaces, très élémentaires, qui sont liés tout simplement aux propriétés biologiques des neurones. Les neurones, c'est ce qui nous permet d'apprendre, et c'est justement le fonctionnement de ces neurones. On sait qu'ils s'associent très fortement lors de la rencontre de certains événements. Donc cette conception est basée sur cette notion de processus associatif très efficace. Et on considère que le réseau de connaissances, finalement, va encoder des relations qui sont temporellement ou spatialement adjacentes. Donc tout événement, toute expérience vécue temporellement adjacente ou spatialement adjacente va être mémorisée de cette façon-là grâce aux propriétés de ces réseaux associatifs. Donc on voit bien, dans le cas d'un mot par exemple, ce qui va être mémorisé, c'est non pas la forme globale d'un mot, c'est pas l'unité lexicale, mais le système va être capable d'extraire des régularités dans la suite de lettres, des co-occurrences de lettres qui surviennent plus fréquemment que d'autres dans la suite de lettres, et le réseau va être capable de mémoriser ces distributions statistiques et de les sauvegarder sous la forme d'un réseau associatif. Je continue. Donc là, contrairement à la conception apprentissage par règle, il y a vraiment une importance sur la quantité d'exposition d'événements. L'expérience est essentielle. Et ici, en ce qui nous concerne, sur la lecture, là, il y a une importance prépondérante sur la quantité, sur la durée de la pratique de la lecture qui se révèle essentielle pour pouvoir bénéficier de ces apprentissages implicites. Si je reviens à l'exemple belle poupée par rapport à beau poupée, pourquoi l'enfant produit belle poupée plutôt que beau poupée? Vous voyez, c'est une conception très parcimonieuse. On prend l'hypothèse la plus simple, on considère tout simplement que l'enfant produit belle poupée parce qu'il entend plus fréquemment belle poupée dans son environnement, et s'il entend beaucoup plus souvent beau poupée, il va produire beau poupée à la place de belle poupée. On voit bien donc cet apprentissage statistique, ça nous permet finalement de situer la nature de ces apprentissages statistiques dans la lecture. C'est l'idée du réseau de neurones, tout simplement, avec des associations entre les neurones. Et ce qu'il faut comprendre, c'est finalement que les caractéristiques biologiques des réseaux de neurones vont leur permettre de sauvegarder sous forme d'engrammes ces distributions statistiques, ces co-occurrences d'événements. Les co-occurrences d'événements les plus fréquentes vont être fortement associées, les co-occurrences d'événements les plus rares, les suites de lettres par exemple, vont être moins fortement associées. Ces associations vont s'auto-organiser en fonction des expériences, des confrontations aux événements linguistiques, les rencontres avec les mots par exemple,
ça a une possibilité d'auto-organisation de ces associations, et dans une tâche particulière, lecture à voix haute, ces connaissances vont être restituées en fonction de l'organisation de ce réseau qui obéit à distribution statistique. Donc l'apprentissage est vu comme une modification des associations, et le savoir implicite, c'est une propriété émergente du réseau. Les connaissances sont stockées non pas à un endroit précis, mais distribuées sur l'ensemble du réseau. Je suis dans les temps, là, je pense. Alors, je vais donner quelques exemples. J'ai bien conscience que ça peut paraître un petit peu abstrait pour vous. Qu'est-ce qu'on entend par probabilité statistique, sensibilité aux distributions statistiques des événements? On voit bien qu'ici, il n'y a plus d'apprentissage par règle, on parle plutôt d'ajustement de comportement de type probabiliste. J'ai pris des exemples, des probabilités forcément de rencontre des unités, à la fois lexicales. Un enfant, quand il va lire, il a plus de probabilité de rencontrer papa dans ses écrits que Dieu. Des unités infralexicales, les co-occurrences de lettres, par exemple, de bigrammes, ça c'est plutôt véritablement la façon dont le réseau... Mais oui, l'exemple Papa Dieu, ça fait toujours... c'était peut-être vrai au début du siècle, peut-être l'inverse au début du siècle, mais je pense au début du précédent siècle, maintenant, ça s'est inversé. Je ferme la parenthèse. Donc, les unités infralexicales, les concurrences de lettres, de bigrammes, etc. Qu'est-ce que le réseau peut également mémoriser? Les probabilités des associations graphème-phonème. Le graphème quand il va rencontrer finalement au fil de ses lectures, il va rencontrer dans 84% des cas le phonème en EN qui se prononce AN, le graphème EN qui se prononce en, et dans 16% des cas seulement, le graphème EN va se prononcer 1. Et le réseau va mémoriser ce type d'association sous force de renforcement des probabilités les plus fréquentes, des associations les plus fréquentes et des associations comparativement aux rencontres les plus rares qui vont être moins fortement associées. Également les probabilités des dépendances contextuelles. Le graphème EN se prononce toujours 1 après un I et dans tous les autres cas. Voilà, typiquement, c'est le type d'information qui va être stocké dans le réseau. Je vais vous donner un exemple que je n'ai pas développé dans la synthèse écrite. Vous avez certainement tous entendu parler de ce type de recherche en 2012. C'est une équipe de chercheurs, donc c'est l'équipe de Jonathan Gringer et Ziegler à Aix, qui ont réussi à faire lire à des babouins. Alors ça a fait le buzz quand c'est sorti dans Science. Et comment ils se sont pris pour faire lire à des babouins? Alors, ils ont fait apprendre deux catégories de suites de lettres. Une première catégorie qu'ils ont considérée comme étant des mots, et une deuxième catégorie qu'ils ont considérée comme étant des non-mots. Alors, pourquoi c'est une catégorie mots? Parce que la catégorie mots respecte les régularités statistiques de l'anglais, les co-occurrences de lettres, alors que la catégorie non-mots ne les respecte pas. Ils ont présenté ces mots et ces non-mots à des babouins, donc un paradigme de récompense, de renforcement dès que le babouin réussissait à catégoriser correctement mots et non-mots, il avait une récompense, une friandise. Donc, naturellement, au début, le babouin ne sait rien, et il va apprendre peu à peu à catégoriser correctement les mots et les non-mots. Sur quelle base? En exploitant les régularités statistiques, les probabilités de co-occurrence de lettres dans les stimuli qui lui sont présentés. Naturellement, on mesure sa capacité d'apprentissage en lui présentant des événements qu'il n'a jamais rencontrés. Donc on lui présente des mots qu'il n'a jamais rencontrés et des non-mots qu'il n'a jamais rencontrés, et on vérifie qu'il catégorise bien ces nouveaux items correctement en mots et non-mots, et comme on ne lui présente pas un même mot, il ne peut pas effectuer sa décision sur les caractéristiques globales, mais nécessairement sur les caractéristiques de surface. Ça veut dire que son réseau d'apprentissage a réussi à mémoriser les distributions statistiques des unités, des suites de lettres qui ont été présentées. Je vais terminer par une synthèse sur l'activité de lecture. Qu'est-ce qu'on considère pour situer véritablement la part des savoirs implicites dans l'activité de lecture? J'entends par activité de lecture un engagement délibéré où on comprend ce qu'on est en train de dire.
Donc il y a deux niveaux finalement. Le niveau des savoirs implicites qu'on va considérer comme mobilisés dans l'activité de lecture. Ça peut être, pour utiliser une autre métaphore, le carburant du réseau de lecture, dont j'ai mis à la fois l'apprentissage de statistiques et puis également des règles, certainement qu'il ne faut pas dissocier les deux dans le savoir implicite. Le savoir explicite qui est mobilisé pour, cette fois-ci, l'activité de lecture. On peut, pour poursuivre la métaphore, considérer que c'est véritablement le moteur du réseau. Et pour que l'activité de lecture, la compréhension puisse s'effectuer, il faut en plus ajouter des connaissances de haut niveau, ça peut être aussi des inférences, des connaissances sémantiques, encyclopédiques, et ce savoir explicite qui exploite le savoir implicite, ce savoir qui est mobilisé dans l'activité de lecture, permet des prédictions à partir du savoir implicite et des connaissances de haut niveau. Voilà, je pense que ça situe mieux la place des connaissances implicites dans l'activité de lecture. L'activité de lecture globale, la compréhension, étant donc, c'est les deux, c'est le savoir implicite plus le savoir explicite qui permet la compréhension en lecture. Dernière chose sur laquelle je vais insister, vous avez bien compris que la conception d'apprentissage de statistiques, il y a un aspect essentiel dans cette conception, c'est la pratique de la lecture, c'est l'expérience, contrairement au modèle plutôt abstractionniste où on considère qu'on peut avoir des règles qui sont innées, on est avec ce type de règles et on peut se satisfaire de peu d'expositions, soit à la langue maternelle, soit à l'écrit. Là, la condition essentielle de l'exploitation des connaissances implicites, c'est véritablement la pratique de la lecture. Il faut que l'enfant s'engage délibérément dans le traitement des informations écrites. Ce n'est pas le cas dans le traitement de la langue maternelle, où il faut qu'il prête attention effectivement à ces stimuli environnementaux, mais il n'y a pas, comparativement à la lecture, il n'y a pas un engagement délibéré dans une activité cognitive qui est certainement une des plus coûteuses des activités cognitives humaines, et c'est là tout. Finalement, le challenge de l'école et des enseignants, c'est d'amener, pour qu'ils puissent bénéficier de ces puissants mécanismes d'apprentissage, que sont les mécanismes d'apprentissage implicites, pour qu'ils puissent en bénéficier, eh bien, il faut faire en sorte qu'il ait le goût de lire, qu'il ait une bonne pratique de la lecture, et ça, c'est véritablement fondamental pour l'exploitation des connaissances implicites. Voilà.